SFDT1, c'est un projet qui a pour objectif de mieux comprendre le diabète de type 1 et son fardeau au quotidien. Et vous êtes bien placé pour savoir ce qu'est ce fardeau. Et donc, voilà l'équipe rapprochée. Donc, ce projet, il a été créé par la Société francophone du diabète, qui est une société savante qui rassemble tous les acteurs qui s'intéressent au diabète, les scientifiques, les cliniciens, les diabétologues, les infirmières, et que le promoteur, le propriétaire de cette étude, c'est une fondation qui est la Fondation francophone de la recherche pour le diabète. C'est eux qui sont garants d'un point de vue réglementaire. Donc, tout ça, toute cette étude est faite dans la réglementation avec le comité d'éthique. Vos données sont protégées et c'est compatible avec ce qu'on appelle la RGPD, la réglementation de la protection des données. Donc tout s'est fait dans la sécurité. La suite. Donc l'équipe, vous la connaissez, ils ont été présentés. La suivante. Donc quelques points clés du projet avant de rentrer dans les détails des résultats que Emmanuel va nous présenter. Aujourd'hui, donc on a comme objectif d'inclure 10 000 personnes vivant avec un diabète de type 1, adultes ou enfants. Et puis, donc c'est une étude, comme je vous le disais, qui a toutes les garanties réglementaires, qui a été autorisée par la CNIL, et que l'objectif, c'est de vous suivre de manière active, c'est-à-dire une consultation tous les 3 ans pendant 10 ans. Et puis, on a déjà commencé à travailler avec le Système national de données de santé, c'est-à-dire la base de données médico-administratives française, qui nous permettent d'avoir des informations sur vos consommations de soins, les événements de santé, de manière prospective, c'est-à-dire à partir de maintenant pour les 20 prochaines années. Et puis, on a aussi l'occasion d'avoir toutes ces informations sur les 10 ans qui précèdent. C'est extrêmement riche d'informations, par exemple, pour étudier la charge économique liée au diabète, pour la société ou pour vous-même. Et c'est déjà des résultats qu'on commence à analyser. Peut-être que dans un webinaire, dans un an, on pourra vous restituer peut-être des résultats de cette analyse qui va être passionnante. La suivante. Donc cette étude est très riche parce qu'il y a beaucoup de ressources d'informations. Bien sûr, des informations médicales sur l'histoire de votre diabète et ses détails, des prélèvements. Certains d'entre vous, la majorité d'ailleurs, ont accepté d'avoir ce prélèvement biologique qui nous permet éventuellement d'étudier des marqueurs. Par exemple, un marqueur qui pourrait dire, tiens, telle population va plus faire de complications et telle d'autre sera plus protégée. Donc de mieux comprendre ces complications liées au diabète. On a parlé des questionnaires que vous recevez de manière mensuelle. Vous avez aussi certains d'entre vous, vous avez des freestyles libres avec des capteurs. Et ces données de mesure continue, on peut les étudier. Et puis, on a la base de données de la sécurité sociale qu'on a évoquée tout à l'heure et les séances que nous vivons actuellement de webinaires qui nous permettent de dialoguer avec vous et d'avoir vos idées. Et c'est très Jean, précieux. Jean-Pierre, peut-être pour compléter, sur les prélèvements, vous êtes peut-être dans des centres où il n'y a pas de prélèvement. C'est normal. Il y a des centres où on fait des prélèvements biologiques et d'autres où on ne le fait pas. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on vous a proposé de signer le consentement pour ces prélèvements si vous êtes dans un centre qui fait les prélèvements. OK? Merci, c'était effectivement important. Et là, je laisse la parole à Guy Fagherazzi, qui est vraiment un chercheur qui nous aide à analyser les données, qui va nous faire un petit point d'actualité. Avec plaisir, Jean-Pierre, merci. Donc aujourd'hui, un point d'actualité. Si on regarde la photographie de l'état de l'étude SFDT1 aujourd'hui, sur les 10 000 participants que l'on cherche à recruter, aujourd'hui, on en a inclus 3 755 qui nous font confiance depuis le début. Et en fait, ils proviennent de 68 centres qui ont été ouverts en France métropolitaine et dans les Outre-mer, puisqu'on a déjà un centre en Guadeloupe aujourd'hui. On va en ouvrir d'autres à l'avenir. En termes d'âge, vous êtes en moyenne âgé de 40 ans, mais il y a évidemment énormément de diversité. Il y a des participants à partir de l'âge de 6 ans, et je crois que le doyen a plus de 85 ans si ma mémoire est bonne. Et vous avez donc tous les profils qui sont inclus dans cette étude. Dans la partie pédiatrie, donc il y a 252 enfants aujourd'hui qui sont inclus, et ça on en est particulièrement fiers pour pouvoir comprendre les déterminants et les facteurs de risque, les informations très précoces dans le diabète, et la population pédiatrique permet de réaliser ça. Et enfin, vous savez qu'une fois la visite clinique réalisée, vous êtes invité à répondre à des questionnaires, ce qu'on appelle des questionnaires e-pro, qui sont envoyés tous les mois sur une plateforme qui permet de renseigner chaque mois sur une thématique particulière. Et on est très fiers de voir que vous êtes fidèles, avec plus de 67% de répondants régulièrement aux questionnaires tous les mois.
Ça prend quelques minutes par mois et c'est fondamental parce que l'information qui est partagée dans ces questionnaires, ça permet de nous renseigner sur ce qu'est la vie avec un diabète de type 1 et le fardeau que cela peut causer. Il y a différentes dimensions qui sont couvertes et ces données sont très riches et très peu disponibles dans les autres études qui s'intéressent au diabète de type 1. Donc, merci beaucoup de votre fidélité et merci de répondre à ces questionnaires régulièrement. C'est très important pour la recherche. On peut peut-être passer à la suivante. Voilà la répartition, la distribution des participants. Donc, on les découpe toujours en participants adultes et participants enfants. C'est très bien équilibré chez les adultes entre les hommes et les femmes. C'est à peu près 50% dans chaque sexe. La moyenne d'âge, comme j'ai dit, est de 40 ans. Et le plus jeune est à 18 ans et le plus âgé a effectivement 85 ans. Et chez les enfants, ça va de 6 à 17 ans avec une moyenne d'âge de 12 ans. Et il y a légèrement plus de garçons, avec 135 garçons et 117 filles, mais c'est quand même très bien équilibré. Donc, on est très content de ces chiffres. Ensuite, on va pouvoir laisser la parole au professeur Emmanuel Cosson qui va vous faire. Oui, Jean-Pierre. Oui, moi je voulais juste avant de passer la parole, comme il y a eu beaucoup de questions, le temps que tu parles, j'ai un peu regardé en périphérie certaines questions pour vraiment Ok. quand même répondre. Donc il y a quelqu'un qui nous demande que l'ergonomie des questions soit plus light. Alors je réponds à cette question parce que en fait, les questionnaires qu'on vous envoie sont des questionnaires qui sont validés d'un point de vue international, c'est-à-dire que ça a été traduit, validé scientifiquement, et normalement, on ne doit pas changer une virgule, un mot. Elles ont été construites et donc on essaye tant que possible de respecter cette règle. Pourquoi? Parce qu'après, on les publie d'un point de vue international et pour qu'ils soient acceptés, il faut que ça réponde à cette règle. Donc c'est pour ça que c'est vrai que certains sont un petit peu plus lourds, mais vraiment, on vous remercie à nouveau d'y répondre parce que c'est vraiment précieux. Il y a des questions un petit peu plus précises. Donc pour les questionnaires pédiatriques, c'est pas la même fréquence que les questionnaires adultes. On n'a pas l'accès à la caisse nationale militaire. C'est la caisse nationale générale qui est sur le système de la sécurité sociale. Donc on n'y aura pas accès parce que c'est... Si, excuse-moi Jean-Pierre, si la CNMSS déverse dans le SNDS. Ah pardon, je ne savais pas. Non, je n'ai d'écrit le contraire, donc je. Ah pardon, excuse-moi, je pensais que ça ne l'était pas. C'était une question technique et merci de cette précision. Je t'en prie. Interrompez-moi si je dis une bêtise. Désolé. Très bien fait. Et sinon, Naïma, vous avez réussi. La durée de ce séminaire, c'est censé être 1 heure. Et maintenant, je laisse la parole à Manu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais vous aurez l'occasion de les poser, vous inquiétez pas. Donc, je ne suis pas Sopio Tatula-Juilly. Et j'en suis désolé. Donc, Sopio, c'est une collaboratrice, elle est médecin dans le service donc à Bobigny, donc à l'hôpital Avicenne. Et eh ben, elle attend un enfant. Donc, ce soir, malheureusement, elle n'est pas disponible, mais on a fait l'étude ensemble avec aussi le professeur Michael Joubert, qui est de Caen. Et on l'encadre avec Michael Joubert dans le cadre de sa thèse de sciences. Donc, elle fait une thèse de sciences en plus de sa thèse de médecine. Et elle travaille sur le GluciQuiz. Le GluciQuiz, je vais vous expliquer ce que c'est. Et du coup, on se dit, bah, ça serait intéressant d'utiliser ce questionnaire chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Et donc, la cohorte, c'était vraiment l'occasion. Et c'était une première expérience pour nous, c'était de vous adresser un questionnaire spécifiquement pour une recherche, en dehors de ce qui se passe sur les questionnaires qu'on vous envoie tous les mois et que vous recevez en général, et pour étudier donc la problématique que je vais vous expliquer. On peut passer à la prochaine. Donc, vous savez que le diabète de type 1, bah, c'est dû à un déficit en insuline. C'est votre pancréas qui n'arrive pas à produire l'insuline qu'il devrait produire. Et cette insuline sert notamment à gérer le taux de glucose dans le sang. On a physiologiquement donc une sécrétion en insuline tout le temps dans la journée et la nuit. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vis sans un diabète de type 1 et mon pancréas, il produit de l'insuline en permanence. C'est à peu près 50% de la production de l'insuline par mon pancréas. Les 50% qui restent, bah, c'est l'insuline que j'appelle moi pour manger, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais manger, je vais avoir besoin d'un peu plus d'insuline au moment des repas pour gérer les sucres que je vais manger. Et si vous voyez ici un profil de glucose quotidien, si vous reconnaissez une fiche qui est à partir du Freestyle Libre, on ne fait pas de pub, hein, c'est juste que c'est ce qu'on utilise le plus dans le diabète de type 1 en France. Vous voyez que là, bah, c'est une personne sur la deuxième ligne qui a scanné et on voit qu'il y a des pics et qui correspondent en fait au repas. Et on voit bien qu'il y a besoin d'un peu plus d'insuline pour manger. En pratique, pour vous,
vous avez en gros soit les stylos insuline, soit les pompes. Si vous avez des stylos, vous avez une insuline lente, qu'on appelle lente, qui va durer en général 24 heures ou plus, qui va permettre de remplacer l'insuline dont on a besoin tout le temps, le jour, la nuit, sans manger, que j'appelle l'insuline pour vivre. Et à chaque fois que vous mangez, vous allez mettre une insuline qu'on appelle rapide, qui va agir pendant 2 heures, 3 heures, juste pour éponger la montée du sucre. Donc l'insuline pour vivre et l'insuline pour manger. On peut passer à la suivante si tu veux. Et en fait, cette insuline pour manger, c'est plutôt une insuline pour manger les glucides. C'est-à-dire que si je ne mange que des protéines, par exemple un steak, il n'y aura pas de glucides dedans et j'ai pas besoin d'insuline pour manger les glucides. Et c'est dans ce cadre qu'il y a des services ou des diabétologues qui vont vous proposer de faire une formation pour savoir compter les glucides, et on appelle ça l'insulinothérapie fonctionnelle, ou dans notre jargon, l'IF. Donc, vous comptez probablement certains concernés. Et donc, notre idée, c'était d'évaluer ça. Est-ce que finalement, les personnes qu'on suit ou qui sont dans SFDT1 savent bien compter les glucides, et est-ce que c'est important pour, euh, pour se dire que les patients qui connaissent mieux les glucides, qui savent mieux les compter, vont avoir un meilleur équilibre glycémique. Donc, juste pour vous mettre en bouche, on va faire un petit test et on va vous proposer un petit quiz tout de suite auquel vous allez pouvoir répondre. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir répondre. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Par exemple, à un repas, vous allez manger les spaghettis, sauce basilic. Alors, je n'arrive pas à lire combien il y a de grammes en dessous, c'est 200. 235, Merci. normalement. Ok, merci, 235. Et il y a 110 grammes de tiramisu. Donc ça, en fait, vous pouvez savoir compter tout seul, ou il y a aussi des applications, souvent sur les téléphones, qui peuvent aider à gérer. Et après, vous savez, par exemple, qu'il y a donc dans tous ces grammes d'aliments, tant de grammes de glucides, et donc vous allez avoir besoin de tant d'unités. Donc là, vous avez trois propositions, soit que je ne vois plus, 90 grammes, j'ai cru choper 98, et il y avait 110. 110. 110, tout à Très fait. bien. Vous avez vu Donc, qu'on a été très précis, hein, c'est pas très facile forcément. Je pense que les gens y ont répondu. Donc, vous êtes beaucoup à avoir proposé 110. Nous, on a fait le calcul. En gros, sur les pâtes, c'est vous divisez par 4 les 235 grammes. Donc, on est autour de 60 grammes. Et donc, sur le tiramisu, on serait plutôt autour de 38 grammes. Donc, ça serait plutôt du 98 grammes. Vous voyez que c'est pas facile finalement. On a On peut se tromper. En plus, quand on est au restaurant, évidemment, on ne fait pas peser le tiramisu et la part de tiramisu. Donc, c'est plus compliqué qu'à la maison. Et puis, même quand on est à la maison, c'est pas forcément très simple de peser son assiette, etc. Et on essaye d'être le plus juste possible. Et des fois, on ne le sait pas et on fait juste des unités d'insuline pour ce qu'on mange, un peu à la volée. Et donc, notre question, on peut passer à la diapo suivante si tu veux. C'était d'évaluer si justement, quand une personne qui vit avec un diabète de type 1 connaît bien les glucides, il sera mieux équilibré. Et c'était notre hypothèse. Et donc, dans ce cadre-là, on a monté une étude et on vous a fait participer en vous envoyant un mail d'invitation. Alors, on peut vous le montrer. Donc, voilà, c'est le mail que certains d'entre vous ont reçu. Donc, il y avait une photo de Sopio et elle vous disait justement qu'il fallait répondre à des questions. Et je vais vous montrer les résultats. Évidemment, c'est votre récompense pour ceux qui ont participé. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça sera votre récompense quand même d'être avec nous. Donc, il y avait 3 étapes en fait dans cette étude. Là, on peut passer à la diapo suivante. Le premier, c'était bien sûr que vous consentiez à répondre à ce questionnaire, qui est un questionnaire spécifique, un peu en dehors de SFDT1, dont le but, c'est d'évaluer plutôt le risque de faire des événements dans votre vie qui va toucher votre cœur, vos artères, etc. Donc, il y avait un petit consentement qui vous expliquait qu'il fallait répondre au questionnaire. Et après, nous avions besoin de 2 renseignements. Il faut mettre celle d'avant. Merci. Il fallait qu'on ait vos données de glucose, c'est-à-dire puisque on voulait comparer votre connaissance sur les glucides et puis votre équilibre du diabète, l'idée c'est que vous puissiez nous raconter, enfin nous dire en ce moment, voilà l'équilibre de mon diabète. Et donc dans ce cadre-là, on avait fait un petit guide pour que vous puissiez récupérer les données pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça. Par exemple, sur le freestyle libre, allez dans l'historique, regardez sur les 2 dernières semaines le pourcentage de temps qu'on appelle nous dans la cible, c'est-à-dire plus vous allez
avoir un temps élevé entre 0,70 et 1,80 g, on va être content. On voudrait que vous soyez le plus possible pendant votre journée dans cette, dans cet écart. Et puis derrière, donc c'était la deuxième étape. Donc vous aviez des efforts à faire. Et vous allez voir que vous avez été vraiment parfait. Il y en a beaucoup qui ont répondu. Et puis derrière, il y avait ce fameux questionnaire qui répondait à des questions autour des glucides, donc les sucres dans le sang. Et je vais vous montrer rapidement les rubriques, juste pour que vous compreniez bien. Donc c'est 36 questions avec ce qu'on appelle nous 5 domaines, parce que ça va vous interroger sur 5 parties particulières. Déjà, est-ce que dans ces aliments, est-ce qu'il y a des glucides ou pas? Est-ce que dans la saucisse de Strasbourg, il y en a? Vous pouviez ne pas savoir. Hein, c'est pas vraiment, c'était pas pour vous juger. Hein, c'est vraiment évaluer ce que vous savez. Le deuxième domaine, c'est le comptage des glucides dans des portions d'aliments, un peu comme on a fait là, mais là, c'était que les pâtes. Si je mange 200 grammes de pâtes, alors il y a combien de glucides? Bien sûr, si vous n'avez pas été enseigné, vous ne pouvez pas savoir. Après, le domaine numéro 3, c'était, vous aviez une étiquette alimentaire et il fallait pouvoir déterminer, en lisant cette étiquette, répondre aux questions sur les glucides, etc. Le domaine numéro 4, c'est la connaissance des objectifs glycémiques, l'utilisation, qu'est-ce que je voudrais comme glycémie après les repas, avant les repas, etc. Et puis derrière, le dernier, c'était des repas. Et là, vous additionnez les repas, enfin tout ce qui est compris dans un repas, comme là, on a fait le tiramisu et les pâtes. Il y avait des boissons souvent en plus. Donc, il fallait répondre à toutes ces questions et globalement, ça vous a pris 20 à 25 minutes à répondre, j'imagine. Donc, c'était un bel effort et merci beaucoup. Et regardez un petit peu combien vous étiez à répondre. Donc, on a pu pousser le questionnaire par mail à 2323 participants. Vous avez vu, on n'a pas fait exprès, mais ça faisait 23-23. Donc, tout le monde n'a pas répondu, évidemment. Et c'était intéressant, je vous le montre parce qu'on trouve ça intéressant. C'est que on a fait des mails avec 2 relances. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une relance, bah, vous étiez à peu près une centaine, 125 à répondre. On a été épatés parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de réponses. Et vous allez voir qu'on peut regarder là après il y a eu à chaque fois, vous voyez, une montée en puissance et vous avez été 781 à répondre au questionnaire. Donc, c'est une source de données excellente. Nous, on espérait avoir au moins 300 personnes qui répondent pour avoir une analyse qui soit fiable et importante. Mais vous voyez qu'on a fait plus de 2 fois plus. Donc, c'est vraiment excellent et on vous remercie infiniment. Et c'est aussi pour ça qu'on veut vous montrer les premiers résultats. C'est vraiment sorti de tout chaud, hein. Donc, on va vous montrer un premier résultat. Donc, on peut continuer. Alors déjà, bien sûr, il y a des personnes qui ont commencé à répondre, puis finalement, ils n'avaient pas envie de participer à l'étude. Ils se sont donc opposés et donc on a arrêté de leur poser les questions. Normal. 38 patients, non, tu peux laisser, s'il te plaît. 38 patients n'avaient pas de mesure continue du glucose, qu'on appelle CGM, et comme on voulait l'équilibre du diabète à partir de la mesure continue du glucose, ben, on n'a pas pu les inclure, on leur a pas demandé de répondre au questionnaire GluciQuiz. Et puis derrière, ben, si vous ne vous opposiez pas, si vous arriviez à remplir les données de mesure continue du glucose, vous répondiez au GluciQuiz. Et du coup, regardez, on a en tout pu exploiter les données de, tu peux montrer s'il te plaît, maman. Merci, de 600 personnes, 349 femmes et 338 hommes. Donc bravo aux femmes qui ont gagné sur les hommes. Alors on a séparé suivant le système d'injection, enfin d'administration de l'insuline. Donc vous étiez 160 à avoir des injections d'insuline, 262 qui étaient avec la pompe à insuline. Donc la pompe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui va pousser l'insuline à travers le petit cathéter ou avec des pompes qui sont collées à la peau directement sous la pompe, ok, qui va délivrer l'insuline. Donc, au lieu de se faire les injections, c'est la pompe qui va délivrer. Vous avez l'insuline pour vivre qui est délivrée en permanence par la pompe. Et puis, quand vous mangez, vous dites à la pompe, bah, je mange, mets-moi tant d'unités d'insuline. Ça correspondra à les injections d'insuline rapide au moment de manger. Et puis, le dernier système, on en avait parlé au dernier webinaire, mais vous n'étiez pas tous là, c'est la boucle fermée. On appelle ça aussi le pancréas artificiel. Et là, vous voyez qu'il y a 3 composants. Il y a à la fois la pompe à insuline, vous avez aussi le capteur de mesure continue du glucose,
Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez un algorithme qui va contrôler l'administration d'insuline par la pompe suivant votre taux de sucre. C'est ça qu'on appelle la boucle fermée. Donc, certains d'entre vous l'ont forcément. Et donc, nous, notre intérêt, c'était d'essayer de voir si éventuellement, quand on avait la boucle fermée, il y avait besoin de connaître aussi bien les glucides ou pas, ou c'était différent sous pompe ou sous injection d'insuline. Donc, voilà. Donc, on a fait cette étude et on a séparé aussi en 3 groupes. Donc, je vais vous montrer le résultat principal, à savoir, est-ce que finalement, il y a bien une corrélation entre le fait de bien compter les glucides et avoir un meilleur équilibre glycémique. Donc, vous voyez dans cette figure, si vous allez en ordonnée, c'est le score de connaissance des glucides. Donc, le maximum, c'était 36 points. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances, qui sont assez bas à 5, par exemple. Et puis, plus vous montez, plus vous avez des gens qui ont des connaissances. Quand vous allez maintenant en abscisse, c'est-à-dire le truc en vert, c'est le temps dans la cible. Plus vous allez avoir un pourcentage de temps passé entre 0,70 et 1,80 g, mieux vous êtes équilibré. Et vous voyez qu'il y a bien une corrélation. En gros, sur nos plus de 600 patients, 680 qui ont répondu, plus ils ont un score de connaissance en glucides élevé, mieux est leur équilibre glycémique. Donc, c'est super. Donc, du coup, déjà, on a prouvé notre concept, notre hypothèse, et puis on a séparé en 3 groupes les gens qui avaient les injections, la pompe ou la boucle fermée, et je vais vous montrer les résultats tout de suite. Donc là, vous avez les mêmes figures. Ce que vous pouvez voir, c'est que, en gros, déjà sur l'échelle de connaissance des glucides, lorsque vous êtes sous pompe et lorsque vous êtes en boucle fermée, vous avez une connaissance augmentée des valeurs glucidiques. Et ça, c'est normal. Parce que notamment dans la boucle fermée, je vous ai dit qu'il y avait un algorithme entre votre taux de glucose et la pompe qui pouvait donc contrôler l'administration d'insuline. C'est par exemple, si le glucose montre qu'il descend et que vous allez faire une hypo, elle va arrêter l'insuline. Ou au contraire, si votre taux de sucre augmente, ça va augmenter la sécrétion d'insuline pour essayer de la normaliser. Mais c'est sûr que la pompe, pour l'instant, elle ne peut pas contrôler le fait que vous mangiez plus de glucides. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous annonciez les grammes de glucides que vous consommez dans ces systèmes. Et on verra dans la conférence d'après qu'il y a des progrès qui vont être faits pour essayer de soulager le fait de compter les glucides, etc. Et le professeur Joubert, c'est une bonne introduction pour lui, va vous montrer un peu comment vont évoluer ces systèmes pour vous soulager. En tout cas, ce que vous voyez là, c'est que la corrélation qu'on a vue, c'est-à-dire plus je connais les glucides, meilleur est mon équilibre, ne fonctionne que chez les patients sous pompe. Finalement, la corrélation, elle n'existe pas chez les patients qui sont sous injection par stylo. Vous avez vu là, c'est droit au lieu de monter. Et pareil, sous boucle fermée. Ce qui veut dire que peut-être sous boucle fermée, ok, vous connaissez mieux les choses, vous les annoncez assez bien de toute façon, mais même si vous les annoncez pas trop bien, la boucle peut compenser un petit peu et faire en sorte que vous soyez assez bien équilibré. Donc voilà les résultats. Encore une fois, l'idée c'était de vous remercier, de vous montrer en quoi le fait de participer aux études va améliorer les soins, notre prise en charge, parce que bien sûr, on va publier les résultats, les diffuser. Nous, ça nous permet d'adapter aussi notre éducation, se dire, il y a des patients chez qui c'est particulièrement important d'améliorer la connaissance des glucides, par exemple. Et voilà. Donc, je peux répondre bien sûr à vos Merci, questions. Manu. Je voudrais juste faire un petit commentaire, dire que nous sommes 238 à ce webinaire et c'est un record. Donc on voit que les webinaires suscitent un intérêt grandissant. Et puis, je vous remercie pour toutes vos réactions. Donc il y a eu beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu par le webinaire. Donc beaucoup de gens soulignent le côté fantastique de la boucle fermée, mais je pense que Mickaël va en parler. Et donc, certains disaient quelque chose qui est important pour ce que tu as dit, Manu, mais également ce que va dire le professeur Michael Joubert après. Il a dit, avec la boucle fermée, ça reste important de bien connaître les glucides quand même. C'est ce que il a dit, hein. Donc, c'est l'expérience qui a été, le témoignage qui a été remonté. Tu veux commenter peut-être? Oui, oui, de toute façon, notre impression, c'est quand même que, alors déjà, vous avez vu qu'il n'y a pas cette corrélation si importante entre le fait de bien connaître les glucides et le fait d'améliorer son équilibre glycémique. Mais vous avez vu que là, c'est un score global sur les 5 domaines dont je vous ai parlé.
et c'est aussi des connaissances sur d'autres points. Donc, pour l'instant, on n'a pas pu faire d'analyse vraiment spécifique en regardant qui compte vraiment très bien pendant les repas ou qui compte très bien quand j'ai des aliments devant moi. C'était plus une connaissance globale. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de faire ces analyses en sous-groupe, on va dire. Donc, les résultats que je vous montre, c'est seulement sur des résultats préliminaires, on va dire, sur le score global. Mais on pense quand même que mieux connaître les glucides, ça permet d'améliorer les choses. Euh, mais Michael Joubert, le professeur Joubert, il va vous raconter des choses sur les boucles et les progrès et les limites, bien sûr. Juste quelques petits points. Il y a quelqu'un qui demande, j'ai un Dexcom, j'ai pas de freestyle libre, est-ce que je peux participer au questionnaire et à l'étude? La réponse est bien sûr oui. C'est juste quand on n'a pas de freestyle libre, on n'a pas, il y a juste une toute petite partie de l'étude qui est l'analyse des données du freestyle libre qui n'est pas faite, mais tout le reste, vous êtes un participant à part entière. Et d'autres disent qu'ils ont loupé le questionnaire. Est-ce que c'est encore possible d'y répondre? Et Laura a répondu dans le webinaire que pour l'instant, que ce questionnaire était, cette étude était terminée. Mais en revanche, j'attire votre attention sur le fait que des questionnaires vont continuer à être envoyés, des nouveaux questionnaires avec des études nouvelles. Et donc, soyez attentifs. Vos réponses sont très précieuses et déjà, on peut vous remercier de votre participation qui a été très active. Laura, est-ce que tu as vu d'autres questions que j'aurais loupées? J'espère qu'on n'en a pas raté, mais on a essayé de répondre au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas si on a raté votre question à la reposer. Oui, juste pour vous dire, effectivement, vous êtes beaucoup, donc on essaye de vous répondre. On va pas vous répondre forcément sur des problèmes très personnels et médicaux parce que c'est votre médecin qui peut vous répondre spécifiquement en vous connaissant. Là, on se connaît pas, donc ça, on pourra pas répondre. Et je me souviens qu'à un des webinaires, je crois que c'est l'avant-dernier, il y a un des participants SFDT1 qui était tout frustré parce qu'il avait l'impression qu'on n'avait pas fait attention à ces questions. Donc, on était vraiment désolé. Donc, encore une fois, on peut pas gérer le flux de questions. On le fait au maximum, bien sûr. Mais voilà. Il y a une Et je question pense qu'on difficile. va pas. Pardon. Ouais, vas-y. Vas-y. Je disais une question difficile qui vient d'être posée et Ouais. je vais te laisser répondre. C'est comment expliquer la décorrélation en cas d'injection? Bah, c'est pas vraiment une décorrélation, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Oui. Bah, on ne sait pas trop l'expliquer pour l'instant. Encore une fois, enfin, notre hypothèse, c'est qu'il faut qu'on aille vraiment voir sur les différents domaines qu'on explore, à savoir lire l'étiquette, est-ce que c'est si important que ça pour les patients sous stylo, peut-être, ou compter les glucides au repas, c'est sûrement plus important que de savoir comment se resucrer en cas d'hypoglycémie. Mais voilà, on ne sait pas encore bien. On était un peu surpris, en fait. Moi Sur la aussi. boucle fermée, le Ouais. fait qu'il y ait moins d'importance que ça de bien connaître les glucides, ça nous a plutôt rassurés à nous dire bah, finalement, cette boucle fermée qui n'est pas adaptée complètement pour gérer les repas, avec l'enseignement qu'on a en France, les patients qui ont répondu, hein, bien sûr, bah, ça marche bien en fait. C'est super. Donc, c'est des bons points. Merci. Laura, tu vois d'autres questions ou les autres, Guy, est-ce que Non, tu c'est as juste des au niveau questions? timing, passer à la présentation de Ouais, la Oui, c'est tu bien. as présentation raison. d'après. Eh ben, je me permets d'introduire le professeur Michael Joubert, qui est un éminent professeur de diabétologie à Caen, qui est très spécialisé dans tout ce qui est technologie appliquée au diabète. Là, il est venu nous parler du futur de la boucle fermée. Donc, Michael, merci infiniment d'être disponible et de nous faire cette présentation. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravi en effet de participer à ce webinaire ce soir pour vous parler de l'évolution, des évolutions en cours que vous connaîtrez dans les années à venir. Laura, je pense que vous passez mes slides. Donc, on vous a bien redit hein, qu'on est là sur des boucles fermées qu'on appelle hybrides hein, pour le moment, c'est-à-dire que je vais vous remontrer quand mes slides vont passer à quoi ressemble une boucle fermée. Voilà, super. Donc, la suivante. Voilà, donc la boucle fermée, hein, vous avez vu tout à l'heure l'image, c'est la même hein, que j'ai repris, c'est l'image classique. Donc, vous voyez qu'il y a d'une part un capteur de glucose en continu. Alors, différents types de capteurs peuvent être utilisés. Il y a également une pompe à insuline. Et puis, entre les deux, il y a un algorithme de contrôle qui reçoit en temps réel les données du capteur de glucose et va commander à la pompe pour une administration optimisée de l'insuline et faire en sorte que le taux de glucose reste le plus proche possible de la zone normale. La suivante.
Alors, les différents composants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le CGM ou le capteur de glucose, on a parlé tout à l'heure du Freestyle Libre, il y a également le Dexcom G6, il y en a d'autres, hein, des systèmes de Medtronic, et il y a d'autres capteurs encore à venir. Quel que soit le capteur, son rôle, c'est de mesurer précisément le glucose. Le rôle de la pompe, c'est de perfuser l'insuline. Le rôle de l'algorithme, qui est ce programme informatique qui est entre les deux, c'est de traiter toutes les données à disposition, de faire une prédiction sur l'évolution du taux de glucose et d'adapter les doses d'insuline pour faire en sorte que cette prédiction ne s'applique pas si la prédiction était vers une hyper ou une hypoglycémie et à l'inverse d'essayer de tendre vers un taux de glucose normal. Alors l'équipe médicale, évidemment, a un rôle pour former les patients qui vont être initiés à ce système. J'ai vu dans le chat que certains d'entre vous étaient déjà équipés de ce système, d'autres le seront bientôt. Donc, ça nécessite d'être formé pour savoir comment bien utiliser ce système. Et ça, c'est le rôle des équipes médicales et paramédicales que de vous former. Et puis, notre rôle, c'est aussi de paramétrer au mieux ces systèmes, de faire les réglages pour que ça marche du mieux possible. Et vous, en tant que patient, eh bien, vous gardez un rôle parce que malheureusement, on aimerait bien que ce soit un système, un pilote totalement automatique, mais ça n'est pas le cas parce que ça reste une pompe à insuline avec une gestion technique de changement des réservoirs, du cathéter, il faut changer les capteurs. Et puis surtout, on appelle ça une boucle fermée hybride parce qu'il faut continuer d'annoncer les repas. Et le professeur Cosson vous a bien démontré l'importance de bien savoir calculer les glucides pour annoncer les repas de façon la plus juste possible. Et puis, il faut également annoncer l'activité physique pour faire en sorte que le système réagisse du mieux possible à ces différentes situations et puis, bien sûr, répondre aux alertes. Quand il y a des alertes, il faut les traiter pour régler le problème. Diapositive suivante. Alors, vous savez qu'il y a plein de systèmes qui existent déjà, qui sont déjà disponibles, ils sont en vert. C'est les systèmes à gauche, Medtronic 780, la Tandem T-Slim Control IQ, Diabeloop DBLG1, CAM-APS FX. Donc, tous ces systèmes sont disponibles en routine et on les utilise déjà. Et puis, il y a d'autres systèmes qui sont très attendus puisque ce sont des pompes patch, Omnipod 5 et le système de Medtrum, tous deux avec des pompes patch qui, bien sûr, sont très attendus puisque certains d'entre vous apprécient très fortement le confort lié à une pompe patch plutôt qu'une pompe avec une tubulure. Tous ces systèmes, quoi qu'il en soit, quels que soient les systèmes que vous avez sous les yeux, ce sont tous des boucles fermées hybrides pour lesquelles il est nécessaire d'annoncer les repas et d'annoncer l'activité physique. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'annonce pas les repas avec une boucle fermée hybride, hein, c'est-à-dire un système où on est censé annoncer les repas et où on ne le fait pas? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont essayé de voir ce qui se passe quand on n'annonce pas les repas avec ces systèmes. Alors, ce qui se passe, bon, là, je vous montre un exemple d'étude avec CAM-APS, mais il y a eu d'autres études de fait. Et vous voyez, en fait, les fluctuations. Donc, sur la figure en haut à droite, vous avez les fluctuations du taux de glucose sur une journée type en gris pour les patients qui ont une pompe et un capteur en boucle ouverte et en rose pour les patients qui ont une boucle fermée où ils n'annoncent pas les repas. Alors, vous voyez que la nuit, ça marche très bien. Le taux de glucose diminue en rose par rapport à la zone grisée quand on est en boucle ouverte. Mais dans la journée, vous voyez que quand on n'annonce pas les repas, le résultat il est quand même moins probant et le défaut d'annonce des repas fait qu'on n'a pas un résultat optimal. Pourtant, la boucle fermée, le système, il travaille comme il peut. Vous voyez, c'est la figure en bas à droite où vous avez les fluctuations de l'infusion d'insuline par la pompe, c'est-à-dire ce que la pompe va délivrer de façon automatisée. Alors, vous voyez qu'elle délivre plus. Les pics que vous voyez, ça correspond à après les repas, puisque le taux de glucose monte et comme on n'a pas annoncé de bolus, eh ben, le système va courir un peu derrière en envoyant un maximum d'insuline pour essayer de faire en sorte de contrôler l'hyperglycémie postprandiale, mais ça ne marche pas très bien. Alors, ça fait quand même mieux
qu'un système en boucle ouverte, puisque vous voyez qu'on a des bénéfices avec une augmentation de 13% du temps dans la cible, une diminution d'un demi-point d'hémoglobine glyquée et pas de majoration du temps en hypo. Mais au final, les patients qui utilisaient un système hybride sans annonce des repas, ils atteignaient un temps dans la cible aux alentours de 50%, donc ce qui était mieux qu'avant, mais qui reste décevant, puisque vous savez qu'avec ces systèmes de boucle fermée, on peut attendre sans problème d'obtenir un temps dans la cible supérieur à 70%. Et quand on n'est pas à plus de 70% du temps dans la cible, en fait, on est un peu déçu. Donc, cette étude montre bien qu'aujourd'hui, les systèmes qui existent actuellement, qui sont disponibles, eh bien, on doit impérativement annoncer les repas pour que ça fonctionne le mieux possible et obtenir un résultat optimal. La suivante. Alors, quelles sont les pistes pour les systèmes de demain sans annonce des repas? Eh bien, sachez qu'il y a une grosse recherche pour rendre ces systèmes de plus en plus automatisés et que les patients aient de moins en moins de choses à faire. Et les différentes voies de recherche, je vous les ai listées ici. Je vais vous en dire un petit mot sur chacun des points. Donc, il y a d'abord des systèmes multi-hormonaux qui délivrent de l'insuline et également une autre hormone qui peut être du glucagon ou du pramlintide. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir seulement des modulations du débit d'insuline, mais des modulations du débit d'insuline et peut-être d'une autre hormone qui peut être du glucagon pour faire remonter le taux de glucose ou du pramlintide pour ralentir la vidange de l'estomac et diminuer les hyperglycémies postprandiales. Et donc, il y a des prototypes de pompes à insuline qui ont en fait deux réservoirs, avec un réservoir d'insuline et un réservoir d'une autre hormone. Et l'algorithme va finalement adapter les débits de l'insuline et de l'autre hormone pour essayer de maintenir le taux de glucose dans une zone normale. Et le fait d'avoir ces autres hormones pourrait permettre d'éviter l'annonce des repas. Une autre voie de recherche, c'est des voies d'administration de l'insuline qui seraient plus rapides que la voie sous-cutanée. Vous savez que quand on injecte de l'insuline par voie sous-cutanée, que ce soit avec un stylo ou avec une pompe à insuline, eh bien, il y a une certaine inertie et un temps de latence avant que l'insuline sous-cutanée passe finalement dans la circulation et fasse son effet escompté. Et donc, on sait qu'il y a d'autres voies d'administration, par exemple la voie intrapéritonéale ou la voie transdermique ou intradermique, qui sont des voies en cours de recherche pour essayer d'avoir une administration plus rapide de l'insuline. Cette administration plus rapide permettrait à l'algorithme de réagir plus vite et finalement de réagir très rapidement, même quand il y a un repas non annoncé avec une montée du taux de glucose qui pourrait être contre-attaqué par de l'insuline avec une voie d'administration plus rapide. Il y a également des approches technologiques avec des algorithmes de détection des repas non annoncés sur les données en temps réel du capteur, c'est-à-dire que vous avez tous fait l'expérience, si vous avez un capteur de glucose, que si vous mangez sans faire d'injection d'insuline, quel que soit le traitement que vous avez, vous voyez que le taux de glucose il monte très brutalement et très rapidement dès qu'on mange des glucides. Eh bien, il y a des systèmes qui commencent à pouvoir détecter ces montées et le système se rend compte que c'est probablement une prise alimentaire qui n'a pas été annoncée avec un bolus préalable et donc le système peut envoyer de l'insuline. Donc, il y a un prototype avec le système Control IQ qui s'appelle le système Rocket qui permet de détecter ces repas non annoncés et d'envoyer un bolus à la place de l'utilisateur. Il y a des systèmes de quantification automatique des glucides à partir d'une photo du repas. Donc, vous savez qu'il y a, le professeur Cosson vous l'a dit, il y a des applications qui peuvent vous aider à quantifier les glucides, mais ce qu'on imaginerait tous comme la solution la plus simple, c'est de prendre son smartphone qu'on a toujours dans sa poche, de prendre en photo son assiette et que par l'intelligence artificielle, le système détecte la quantité de glucides et l'envoie directement à la boucle fermée. Eh bien, sachez qu'il y a déjà des applications qui commencent à faire ça avec une quantification qui n'est pas encore optimale. Il y a d'autres applications qui sont en train d'arriver, qui sont en cours d'évaluation et c'est quelque chose, c'est aussi ce serait une autre façon. Alors là, ce serait toujours de l'annonce des glucides, mais aidé par l'intelligence artificielle qui finalement quantifierait, puisqu'on a vu tout à l'heure sur le petit test qu'on a fait avec les spaghettis et le tiramisu, que ce n'est pas si simple que ça de quantifier.
Et puis, il y a l'intelligence artificielle aussi pourrait faire du case-based reasoning. Donc ça, c'est du machine learning. Alors, c'est des mots compliqués pour dire que l'intelligence artificielle, elle est capable d'engranger l'expérience d'un individu et finalement, vous qui vivez tous les jours avec un diabète, eh bien, et vos données sont de pompes, de capteurs, sont finalement colligées sur des plateformes. Et on pourrait tout à fait imaginer que l'intelligence artificielle, elle repère des scénarios parce qu'il y a probablement des journées qui se ressemblent un peu les unes les autres. Peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, ont un profil de glucose qui est un peu similaire à ce que vous avez eu il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça, l'intelligence, évidemment, le cerveau humain, il n'est pas capable de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 mois ou 2 mois, mais l'intelligence artificielle, elle peut remettre les choses comme ça, les unes à côté des autres, et essayer d'adapter les algorithmes en fonction de situations qui se sont déjà produites pour essayer de mieux gérer les repas sans annonce. Diapositive suivante, c'est ma dernière diapositive sur la gestion de l'activité physique sans annonce, puisque dans les boucles fermées hybrides, eh bien, il faut annoncer ses repas et il faut annoncer l'activité physique. Mais on aimerait bien aussi que ces systèmes puissent réagir d'eux-mêmes à l'activité physique. Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter la gestion de l'activité physique sans l'annoncer? Eh bien, ce sont là encore les systèmes multi-hormonaux qui délivrent différentes hormones. Les voies d'administration plus rapides pourraient aussi avoir un intérêt parce que, par exemple, quand on arrête l'insuline juste avant ou quand on diminue fortement l'insuline juste avant de faire de l'activité physique, si on a moins d'inertie de l'insuline et une voie d'administration plus rapide avec un effet vraiment on-off, comme quand on ferme un robinet, eh bien évidemment, ce serait favorable pour l'activité physique. Donc tout ça, ça va entrer en ligne de compte. Et puis surtout, il y a l'intégration dans les boucles fermées de données multiples dans les algorithmes qui proviennent de toutes les données qu'on a dans notre smartphone, puisque dans les smartphones, vous savez qu'il y a un podomètre, un accéléromètre. Le smartphone, il sait pertinemment quand vous êtes au repos ou quand vous êtes en train de marcher. Également, les montres connectées qui peuvent récupérer ces informations, qui peuvent récupérer également la fréquence cardiaque, la conductance de la peau lorsque on commence à avoir un peu chaud quand on fait de l'activité et qu'on commence à transpirer. Les montres connectées, elles peuvent le percevoir. Et puis, il y a également dans nos smartphones des données importantes de géolocalisation et ou d'agenda, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle peut assez rapidement apprendre que quand on est géolocalisé dans notre club de tennis, c'est probablement qu'on va faire de l'activité physique, une partie de tennis par exemple, et que dans ce cas-là, le système peut être vigilant sur ses gardes en se disant qu'il va probablement y avoir de l'activité physique. Et puis là encore, le machine learning qui peut apprendre des scénarios et des situations qui se répètent au fil du temps sera probablement, rentrera en ligne de compte pour optimiser les algorithmes et aider à la gestion de l'activité physique. Alors pour conclure, la dernière diapositive, je vous ai montré que tous les systèmes de boucle fermée sont pour le moment hybrides, c'est-à-dire qu'il faut annoncer l'activité physique, il faut annoncer les repas, et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Même quand on n'annonce pas les repas, les systèmes actuels, ils améliorent souvent l'équilibre métabolique, mais de façon bien moins spectaculaire et avec un résultat moins optimal que lorsque on annonce vraiment tous les repas. Et vous l'avez vu, il y a différentes voies de recherche, aussi bien pharmacologiques, donc avec des médicaments, des insulines, des voies d'administration, que technologiques, avec des algorithmes encore plus pertinents qui vont essayer de rassembler plein de données différentes pour aboutir à des systèmes de boucles fermées complètes dans les années à venir. Et alors, je n'ai pas de boule de cristal, c'est toujours difficile de faire des pronostics, mais je suis persuadé que dans les 5 années à venir, on aura certainement des systèmes qui seront déjà beaucoup plus performants pour rattraper des repas oubliés grâce à toutes ces technologies dont je vous parle. Alors peut-être que dans 5 ans, on ne sera pas encore à un système totalement fermé, mais on va y arriver petit à petit. Et en tout cas, le message, c'est que toutes ces recherches sont faites pour augmenter l'automatisation du système, diminuer le fardeau du diabète et obtenir des résultats métaboliques toujours très bons avec une charge au quotidien qui serait moins importante pour les personnes vivant avec un diabète. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Mickaël. Je pense que si on avait été en direct, tu aurais une ovation, je pense, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que tu as eu beaucoup de questions pendant ton topo et qu'en fait, tu y répondais au fur et à mesure comme si tu lisais des questions. Donc, il y a eu énormément de questions et finalement, il m'en reste assez peu. Quand on regarde ce que tu as dit, ovation numérique, et je partage cet enthousiasme, tu as été vraiment limpide. Euh, il y a effectivement une des questions qui est récurrente, c'est quand je pourrais bénéficier. Il y a des gens qui ont dit, moi, je suis OK pour participer aux études dès qu'on en a. Donc, le message est passé. Et puis, il y a des gens qui ont dit, ça fait 48 ans que je compte les glucides, je commence à me fatiguer un peu, ce qu'on comprend très bien. Et donc, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ces différents commentaires. Oui, oui, bien sûr. Alors, je lisais en même temps que tu parlais, je lis le chat, c'est-à-dire que on a l'impression que les choses se sont accélérées hein, sur tous ces progrès, puisque, en effet, pour les personnes qui vivent avec un diabète depuis des dizaines d'années, pendant longtemps, il ne s'est quand même pas passé grand-chose, pas de progrès révolutionnaire. Et puis, l'arrivée de la boucle fermée, on a l'impression que c'est vraiment révolutionnaire. Alors, c'est vrai que aussi bien les patients que nous, soignants, on en veut encore plus, hein, on est gourmand, on veut que ce soit encore plus performant, plus facile à utiliser. Finalement, même si ça va vite, ça va toujours trop lentement. Et on aimerait bien que ça aille encore plus vite, mais il faut quand même garder dans l'esprit que toutes ces évolutions technologiques doivent être élaborées avec un niveau de sécurité optimal, hein, c'est-à-dire que là, on parle de systèmes qui seraient capables de détecter des repas et d'envoyer des bolus d'insuline, il ne faut pas que le système il se trompe, qu'il envoie de l'insuline en disant ah bah j'ai cru qu'il y avait un repas et que ce ne soit pas le cas. Hein. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que c'est long, mais il va y avoir des études, c'est certain, et ceux qui le souhaitent pourront y participer dans les différents centres qui vous prennent en charge. Je pense qu'on pourrait s'éterniser pendant très longtemps pour continuer à parler avec toi, Michael. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la partie d'après, mais désolé pour ceux des réponses auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais en tout cas, il y aura des futurs webinaires où on développera les sujets qui ont été évoqués, notamment les autres progrès de demain hors pancréas artificiel. C'est un sujet qui a été évoqué, mais je vous promets que ça fait partie d'un des sujets prioritaires qu'on développera. Peut-être Manu, je te Ouais, laisse. ça marche. Donc, La- pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, enfin tous les webinaires, ce qu'on vous suggère, c'est de mettre dans le chat des sujets qui vous intéressent. On essaye de répondre du coup aux questions après, des sujets qui peuvent, des sujets de recherche ou des sujets qui sont traités dans SFDTA et auxquels on peut vous apporter un peu des réponses qu'on aurait si on a exploité les données, ce qui est en cours pour certains points. Voilà, donc dans le chat, vous n'hésitez pas. Voilà, à nous raconter un petit peu ce qui vous intéresse, quels sont les sujets qui vous portent, que vous aimeriez qu'on porte aussi euh, autour du diabète de type 1. En tout cas, c'est un bonheur hein, de travailler sur le diabète de type 1, d'avoir monté cette cohorte. On est une équipe, vous avez vu, très unie. Euh, le fait d'être avec nos patients aussi, ça compte beaucoup, parce que c'est eux qui nous poussent, qui nous portent. On a envie de faire toujours mieux. Les équipes qui recherchent, c'est-à-dire que vous voyez pas forcément là, mais toutes vos équipes de diabétologues, d'infirmières d'éducation, de diététiciens, ils sont également extrêmement motivés dans la recherche et c'est vraiment chouette. Et aussi, alors ce que je pouvais vous dire, c'est qu'en fait, il y a déjà plusieurs études qui ont été réalisées hein, à partir des données de la cohorte. Vous avez tout ça sur le site. Je ne sais pas si on a mis le site, mais c'est facile. Hein, c'est SFDT1. Enfin, c'est pas forcément facile, SFDT1, mais .fr. Donc voilà, vous pouvez accéder à ça. Il y a les derniers webinaires. Il y a toute notre actualité, ce qu'on fait au congrès, les résultats qu'on rapporte. Et puis après, ben, on commence à publier les résultats des études. Alors, c'est des articles qui sont en anglais. Donc, effectivement, c'est de l'anglais médical. C'est un peu très spécifique. Mais on va vous faire à chaque fois des petits résumés en français avec les idées principales. C'est quand même la moindre des choses que vous sachiez un peu les résultats des données que vous partagez. J'ai vu dans le chat, et je voudrais vraiment vous répondre sur la confidentialité des données.
sur la protection des données et on doit vous rassurer vraiment. En fait, autant nous, en tant que soignants, on vous considère comme des personnes, mais autant dans la recherche, vous n'êtes vraiment que des numéros. Bah, désolé, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, quand on fait la recherche, on n'a que des numéros en face d'une ligne avec, donc c'est un, on sait que votre sexe, etc. Mais vous n'êtes qu'un numéro, personne ne peut vous retrouver. Si des fois les données étaient volées, mais elles sont extrêmement bien protégées. Merci beaucoup pour ces partages. Je retiens pour tous les remerciements, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui disait, ça fait 48 ans que je suis seul et donc je me sens moins seul maintenant, merci. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. On a aussi noté vos remarques, vos conseils pour continuer à évoluer. Je pense que il est temps. On finit à l'heure. Il est 59. Donc merci vraiment d'avoir été présent. Je crois qu'on a eu un pic à 250 personnes, ce qui, je Mm. crois, est un record. J'espère que ça va continuer à évoluer. Et donc, bah, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir à tous. Merci Au revoir. beaucoup.